Mon mari a choisi la soirée même où il est devenu PDG pour me signifier les papiers du divorce devant sa mère ricanante. Elle riait comme si elle me voyait me faire effacer, alors j'ai tout signé d'une main ferme. Il pensait que je m'étais avoué vaincu. Mais juste au moment où il portait un toast à sa victoire, mon téléphone a vibré avec un seul SMS disant « Ne quitte pas la pièce. Papa arrive ». Les portes se sont ouvertes brusquement, révélant mon père militaire flanqué de 2 hommes armés. Je m'appelle Claire Lopez et j'ai 38 ans. J'étais assise dans la salle à manger privée aux draperies de velours de l'hôtel Saint-Anthony à San Antonio, un endroit qui sentait l'argent vieux et l'encaustique au citron. Le lustre en cristal au-dessus de nous fracturait la lumière en 1000 arcs-en-ciel dentelés, les projetant sur le visage de mon mari, Brent Caldwell. Il se tenait en bout de la table en acajou, tenant une flûte de champagne, ses joues rougies par le genre de victoire qui ne vient qu'en écrasant quelqu'un d'autre. Les membres du conseil d'administration de Vanguard Ridge Industries applaudissaient un son polymé lourd saluant l'homme qui venait d'être nommé leur nouveau PDG. J'étais la seule à ne pas applaudir. Mes mains étaient croisées sur mes genoux, serrant la serviette en soie si fort que mes articulations étaient devenues blanches. Les applaudissements se sont tus, remplacés par le cliquetis des couverts et le bourdonnement bas d'une conversation d'autosatisfaction. C'est alors que Brent s'est assis, a tourné son corps vers moi et a fait glisser une épaisse enveloppe Kraft sur la nappe blanche immaculée. Elle a bougé avec un frottement lourd et grinçant qui a transpercé le bruit ambiant. Elle s'est arrêtée juste à côté de mon assiette de bar intacte. Pour les apparences, pour le bien des investisseurs qui nous regardaient, il gardait un sourire plaqué sur son visage, mais ses yeux étaient morts. C'étaient les yeux d'un requin qui avait senti du sang dans l'eau. « Ouvre-la » a-t-il articulé silencieusement, assez fort pour que les personnes à nos côtés entendent, mais assez bas pour maintenir la façade d'intimité. J'ai ouvert le fermoir. À l'intérieur se trouvait une pile de documents juridiques, encore chauds de l'imprimante. Le texte en gras en haut de la première page hurlait son intention, pétition pour la dissolution du mariage. En dessous se trouvait un accord de règlement et une clause de confidentialité. J'ai levé les yeux vers lui. Il me regardait avec un air d'arrogance pure et sans mélange. Il avait choisi ce moment, le summum de sa carrière, pour jeter l'échelle qu'il avait utilisée pour grimper là-haut. Eh bien, vas-y, ma chérie. Marilyn, ma belle-mère, a pris la parole depuis l'autre côté de la table. Sa voix était perçante, tranchant la pièce comme un couteau dentelé. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que la pension annuelle de mon père, et elle portait sa cruauté tout aussi fièrement. Lis-le, à moins que les mots ne soient trop grands pour toi. Quelques membres du conseil d'administration ont ri nerveusement, ne sachant pas s'il s'agissait d'une plaisanterie familiale ou d'une exécution publique. Marilyn a pris une gorgée de son vin, les yeux brillants de malice. J'ai ramassé le document. Je n'avais pas besoin de lire chaque mot pour comprendre ce qui se passait. J'avais passé des années à analyser les risques et à lire les petits caractères de contrats bien plus complexes que cette mesquine tentative d'extorsion. J'ai parcouru les clauses clés. C'était un piège vicieux, magnifiquement construit. Les conditions étaient insultantes. Je recevrais la maison conjugale, une vaste propriété dans le nord de la ville dont je savais pertinemment qu'elle était hypothéquée jusqu'au cou avec 3 emprunts différents. Ce n'était pas un actif, c'était un navire de dette en train de couler. Il y avait un versement forfaitaire de $50 000, présenté comme un généreux cadeau de départ, et une allocation mensuelle qui couvrirait à peine les taxes foncières de la maison dont il se débarrassait sur moi. Mais le véritable coup de grâce était la clause de confidentialité. En échange de cette ruine financière, je devais accepter une vie de silence. Je ne pourrais jamais parler de Vanguard Ridge. Je ne pourrais jamais parler du mandat de Brent. Je ne pourrais jamais parler des irrégularités dont j'avais été témoin au cours de la dernière décennie. Si je signais, j'acceptais d'être effacé. Voyez-vous, c'est pour cela que les hommes doivent être prudents, a annoncé Marilyn à la table, sa voix résonnant désormais. Elle a fait un geste vers moi avec sa fourchette. On donne un peu d'accès à une femme et elle pense que l'endroit lui appartient. Les femmes devraient connaître leur place. Parfois, il faut leur rappeler où se trouve la porte. L'humiliation m'a envahi, chaude et piquante. Je pouvais sentir les regards des personnalités peser sur moi. Ils regardaient la femme du PDG se faire dépouiller de sa dignité entre le plat principal et le dessert. Ils s'attendaient à des larmes. Ils s'attendaient à une scène. Ils s'attendaient à ce que je jette un verre de vin ou que je demande grâce. Brent s'est penché, sa voix tombant dans un murmure. Signe, Claire. Fais-le maintenant et nous restons civilisés. Bats-toi,
et je t'enterrerai sous les frais de justice jusqu'à ce que tu vives dans ta voiture. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la faiblesse derrière la fanfaronnade. J'ai vu le besoin désespéré de validation que j'avais passé 18 ans à nourrir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai cherché dans mon sac et j'ai sorti mon propre stylo. C'était un lourd stylo plume en argent que mon père m'avait offert quand j'avais obtenu mon diplôme universitaire. J'ai retiré le capuchon. Le bruit de la plume qui grattait était la seule chose que je pouvais entendre. Je suis passé à la dernière page du règlement. J'ai signé mon nom, Claire Lopez Caldwell. J'ai mis la date. Je suis passé à la clause de confidentialité. J'ai signé cela aussi. J'ai signé la renonciation au droit. J'ai signé le transfert de la maison criblée de dettes. J'ai signé chaque page d'une main ferme, tournant les feuilles avec un claquement rythmé. La pièce est devenue silencieuse. Ils étaient stupéfaits. Marilyn a même arrêté de mâcher. Brent a cligné des yeux, son expression suffisante vacillant une fraction de seconde avant de se réassembler en triomphe. Il pensait que j'étais brisé. Il pensait que je me couchais et montrais mon ventre comme un chien effrayé. J'ai remis le capuchon du stylo et je l'ai rangé dans mon sac. J'ai repoussé les papiers signés sur la table vers lui. Voilà, ai-je dit, ma voix calme et égale. C'est tout à toi. Brent a saisi les papiers, vérifiant les signatures comme s'il ne pouvait pas croire sa chance. Il a laissé échapper un souffle qu'il retenait. Bonne fille, a-t-il dit. Je me suis levé. La chaise a raclé le sol, un son strident qui a fait sursauter deux des investisseurs. J'ai lissé le devant de ma robe. Je vais aux toilettes, ai-je annoncé. Brent a fait un signe de la main avec dédain, se tournant déjà vers l'homme à sa droite pour accepter une autre série de félicitations. Il avait ce qu'il voulait. Je n'étais plus une personne pour lui, j'étais une affaire classée. Je me suis penché, approchant mon visage de son oreille. L'odeur de son parfum coûteux, une senteur que j'aimais autrefois, me donnait maintenant la nausée. Brent, ai-je murmuré. Il a tourné légèrement la tête, agacé par l'interruption. Quoi? Tu viens de signer pour toi-même la condamnation la plus coûteuse de ta vie. Je me suis retiré avant qu'il ne puisse traiter les mots. Je me suis éloigné de la table, mes talons claquant sur le parquet, gardant le dos droit et la tête haute. Je pouvais sentir le regard de Marilyn brûler un trou entre mes omoplates, mais je ne me suis pas retourné. Je suis sorti dans le couloir. Les lourdes doubles portes se sont refermées derrière moi, étouffant le son de la fête. Le couloir était vide, bordé de moquettes épaisses et d'appliques dorées. Le silence fut soudain et accablant. Je me suis appuyé contre le mur, laissant échapper un long soupir tremblant. Mon cœur martelait mes côtes comme un oiseau piégé. Je l'avais fait. J'avais appâté le piège. Mais maintenant j'étais seul, et le poids de ce à quoi je m'attaquais s'est abattu sur moi. J'étais une femme seule contre une corporation, contre une famille avec des millions de dollars et zéro morale. Mon téléphone a vibré dans ma pochette. Je l'ai cherché à tâtons, mes doigts tremblant légèrement. Je l'ai sorti. L'écran s'est allumé avec un nouveau message. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré, mais je savais qui c'était. Je reconnaîtrais cette brièveté n'importe où, ne quitte pas la pièce. Papa arrive. J'ai fixé l'écran. Les mots se sont troublés une seconde. Papa il arrivait. J'ai regardé l'horodatage, il avait été reçu il y a une minute. Un calme soudain et farouche m'a envahi. Le tremblement de mes mains s'est arrêté. La peur qui me serrait la gorge s'est évaporée, remplacée par une résolution froide et dure. Je n'étais pas seul, et je n'étais pas la victime ici. J'ai remis le téléphone dans mon sac. J'ai vérifié mon reflet dans un miroir du couloir. Mon rouge à lèvres était parfait. Mes yeux étaient clairs. Je me suis retourné. Je suis retourné vers les doubles portes de la salle à manger privée. Je les ai poussées. La conversation à l'intérieur s'est apaisée à ma rentrée. Brent a levé les yeux, fronçant les sourcils. Il s'attendait à ce que je coure. Il s'attendait à ce que je m'enfuis dans la nuit, honteuse et vaincue. Au lieu de cela, je suis retourné à la table. J'ai tiré ma chaise. Je me suis assise. J'ai pris mon verre de vin et j'ai bu une petite gorgée, regardant directement Marilyn par-dessus le bord. J'ai souri. Ce n'était pas un beau sourire.
C'était le sourire de quelqu'un qui entend le tonnerre bien avant que quiconque ne voie l'éclair. Je me suis installé, j'ai lissé ma serviette sur mes genoux et j'ai attendu que le second acte commence. Je suis rentré seul dans le silence d'une voiture qui ressemblait plus à un tombeau qu'à un véhicule. Le moteur ronronnait à un rythme bas et régulier qui contrastait avec le chaos que je venais de laisser derrière moi à l'hôtel. Mais mon pouls ne s'emballait pas. Je ne pleurais pas. Je n'ai pas serré le volant jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches, et je n'ai pas crié dans le vide. C'étaient les réactions d'une femme qui avait le cœur brisé. Je n'avais pas le cœur brisé. Je calculais quand je me suis engagé dans l'allée de la vaste maison coloniale du côté nord, la maison que Brent m'avait si gracieusement accordée avec ses hypothèques écrasantes. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai traversé le foyer dans le noir, mes talons claquant sur le marbre avec un son qui résonnait comme un métronome. Je m'orientais de mémoire, évitant le salon où nous organisions autrefois les fêtes de Noël et la salle à manger où Marilyn avait critiqué mes arts de la table pendant 15 ans. Je suis allé directement à la chambre principale, je suis entré dans le dressing et j'ai écarté une rangée de manteaux d'hiver que je ne porterai plus jamais. Derrière un faux panneau dans le mur, que Brent croyait être juste un accès à la plomberie, se trouvait un lourd coffre-fort en acier. J'ai fait tourner le cadran, gauche sur 32, droite sur 14, gauche sur 88. La serrure a basculé avec un clic lourd et satisfaisant. J'ai ouvert la porte et j'ai contourné la boîte à bijoux contenant les boucles d'oreilles en diamant que Brent m'avait offertes après sa première liaison. J'ai passé la pile d'argent d'urgence. Ma main s'est refermée sur un épais dossier accordéon noir. Je l'appelais le dossier du mariage. Je l'ai porté à mon bureau à domicile, une pièce où Brent entrait rarement parce qu'il la trouvait ennuyeuse. Il supposait que j'utilisais cet espace pour planifier des galas de charité ou organiser le budget du ménage. C'était la plus grande erreur de sa vie. Voyez-vous, la famille Caldwell m'avait toujours vu à travers un prisme très spécifique et très étroit. Pour eux, j'étais Claire la femme au foyer, Claire le système de soutien, Claire la femme qui présentait bien en robe de cocktail et savait quand hocher la tête poliment. Ils croyaient que mon diplôme en économie n'était qu'un morceau de papier que j'avais acquis pour passer le temps avant de trouver un mari. Ils ne connaissaient pas Marilyn Advisory. Depuis 7 ans, sous un nom de jeune fille et via un serveur crypté à distance, je travaillais comme analyste principal des risques pour Marilyn, un cabinet spécialisé dans l'audit judiciaire pour les entreprises en difficulté. Je ne comprenais pas seulement les chiffres, je comprenais comment les gens les cachaient. Je passais mes journées à traquer exactement le genre de pourriture que Brent essayait de couvrir avec du parfum et du charisme. Je me suis assise à mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur portable. La lumière bleue a balayé le dossier noir alors que je l'ouvrais. À l'intérieur ne se trouvait pas une collection de lettres d'amour ou de photos, c'était un cimetière d'irrégularités financières. Je soupçonnais Brent depuis longtemps, mais pas pour les raisons qu'il pensait. Il pensait que j'étais jalouse de ses soirées tardives. J'étais en fait méfiante vis-à-vis des documents qu'il rapportait à la maison, ceux qu'il faisait glisser sur la table de la cuisine un mardi soir d'un air décontracté, me demandant de signer en tant que témoin ou bénéficiaire conjoint. Il disait des choses comme « Oh, c'est juste une mise en conformité standard pour la nouvelle fusion » ou « Le service juridique en a besoin pour l'audit d'assurance ». Je les avais signés, mais je les avais aussi scannés. J'ai étalé les papiers sur le bureau. Ce soir n'était pas une question de découverte, ce soir était une question d'assemblage. Je devais construire l'arme avant le lever du soleil. J'ai pris une pile de mes imprimés. J'avais obtenu l'accès à son serveur privé il y a 3 ans, quand il était trop paresseux pour changer son mot de passe qui était le nom de son premier chien. J'ai commencé à les trier en piles. La première pile concernait les sociétés écrans. Il y avait des factures ici d'une société appelée Apex Logistique, basée dans une boîte postale au Delaware. Vanguard Ridge avait payé à Apex plus de 400 000 $ au cours du dernier exercice pour des services de conseil. Je savais pertinemment que Vanguard n'utilisait pas de consultants externes en logistique. La deuxième pile concernait les pots de vin. Des transferts de 10 000, 15 000 $ toujours juste en dessous de la limite qui déclencherait un signalement automatique du fisc envoyé à des comptes liés à des membres du conseil municipal juste avant que les permis de zonage ne soient approuvés pour les nouvelles usines de Vanguard. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais mémorisé mais jamais enregistré dans mes contacts. Il était presque 1 heure du matin, mais je savais qu'il serait réveillé. Miles Roer a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était grave, la voix d'un homme qui passait trop de temps à argumenter avec des procureurs fédéraux. « As-tu signé les papiers ?» a-t-il demandé. Pas de politesse, Miles n'était pas un homme de bavardage.
Je l'ai fait, ai-je dit, calant le téléphone entre mon épaule et mon oreille pendant que je surlignais un poste sur un relevé bancaire. J'ai tout signé, le règlement, la renonciation, la clause de confidentialité. Bien, a dit Miles. Maintenant, ils pensent que tu es neutralisé. Ils vont devenir négligents. Ils arrêteront de regarder par-dessus leur épaule parce qu'ils pensent avoir acheté ton silence. Il est terrifié, Miles, ai-je dit, mon doigt traçant une date de transaction. Il m'a pratiquement jeté les papiers à la figure. Il avait besoin que je sois hors de cette entreprise ce soir. Dis-moi ce que tu as trouvé, a ordonné Miles. J'ai regardé l'étalage de documents. Il ne s'agit pas seulement de détournement de fonds, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave alors que la réalisation se cristallisait. Je regarde la liste des fournisseurs. Il a canalisé de l'argent vers un projet de recherche exclusif appelé Projet Obsidian. Sur le papier, c'est de la R&D. Mais en regardant les bons de commande, il achète des composants de qualité militaire que Vanguard n'est pas autorisé à posséder. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Claire, dit lentement Miles. S'il déplace de la technologie restreinte sans licence, ce n'est pas du tribunal civil. C'est la prison fédérale. C'est proche de la trahison. Je sais, ai-je dit. Mais ce n'est pas le pire. J'ai tiré un document du bas de la pile. C'était une impression numérique que j'avais récupérée dans son dossier d'éléments supprimés il y a seulement 2 jours. C'était une certification de conformité pour un contrat gouvernemental, spécifiquement pour la fourniture de puces de guidage à un entrepreneur de la défense. C'est un document qui nécessite la signature du directeur financier et du responsable indépendant de la conformité. À l'époque où cela a été daté, il y a 6 mois, le responsable de la conformité était en congé maladie. J'ai fixé la ligne de signature en bas de la page. Le nom signé l'a été c'est Lopez, mon nom de jeune fille. J'ai ressenti un frisson glacial glisser le long de ma colonne vertébrale, plus froid que la climatisation de la pièce. Miles, ai-je dit, ma voix étant à peine un murmure. Je regarde un certificat de conformité fédéral. Il est daté du 12 novembre de l'année dernière. Et alors, a demandé Miles. Il y a ma signature dessus, ai-je dit. Est-ce que tu l'as signé? Non, ai-je dit fermement. Le 12 novembre, j'étais à Chicago pour rendre visite à ma sœur. Je n'étais nulle part près du bureau. Je n'ai jamais vu ce document de ma vie. J'ai entendu le bruit d'une chaise grincer alors que Miles se redressait. Il a forgé ta signature, a demandé Miles. Non, ai-je dit, me penchant plus près du papier, examinant les boucles du C et l'inclinaison prononcée du L, ce n'est pas une contrefaçon. Cela ressemble exactement à mon écriture. Il a dû utiliser un tampon numérique provenant de l'un des actes de propriété ou des papiers d'assurance que j'ai signés il y a des années. Il a prélevé ma signature et l'a collée sur un document fédéral pour contourner l'audit. L'implication m'a frappé avec la force d'un coup physique. Il ne voulait pas seulement divorcer de moi. Miles, il avait besoin de divorcer de moi pour enterrer cela. Si ce projet tourne mal, si les fédéraux auditent ce contrat, ce n'est pas lui qui a validé la légalité de celui-ci. C'est moi. Tu es le bouc émissaire, a dit Miles, la voix dure. Il t'a désigné comme responsable de la conformité sans même que tu sois sur la liste de paix. Si le département de la Défense vient frapper à la porte, c'est pour Claire Lopez qu'ils viendront. J'ai regardé le document, le mensonge écrit à l'encre noire qui portait mon nom. Toutes ces années à être écarté, à m'entendre dire que je ne comprenais pas les affaires, à être traité comme un meuble. Il ne m'avait pas seulement sous-estimé, il m'avait marchandisé. Il avait transformé mon identité en un bouclier pour se protéger de ses propres crimes. J'ai ressenti une vague de colère si pure qu'elle ressemblait à de la clarté. Il pense que je suis son bouclier, ai-je dit à Miles. J'ai raccroché le téléphone et j'ai fixé le document. L'horodatage des métadonnées du fichier montrait qu'il avait été modifié 3 heures avant la fête de ce soir. Il nettoyait le serveur, regroupait les fichiers, s'assurant que si quelqu'un cherchait, tous les chemins menaient à son ex-femme. J'ai réalisé alors que l'accord de confidentialité n'était pas pour m'empêcher de parler de son argent, c'était pour m'empêcher de parler de ma propre innocence. J'ai attrapé le disque dur externe que j'avais préparé, celui contenant chaque fichier des serveurs de Marilyn qui liait les comptes personnels de Brent à ses contrats frauduleux. Je ne suis pas le bouclier, ai-je chuchoté à la pièce vide. Je suis l'épée. Et puis je l'ai vu. Dans le coin inférieur de la certification, en caractères microscopiques, se trouvait un code de référence.
Il menait à un serveur secondaire, auquel je n'avais pas pu accéder auparavant. Mais maintenant, en regardant la structure du code, je l'ai reconnu. C'était sa date de naissance à l'envers combinée à la date de notre mariage. Même dans ses crimes, il était sentimental quant à sa possession sur moi. J'ai tapé le code dans le terminal. L'écran a clignoté et un nouveau dossier s'est ouvert. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas seulement un contrat, c'était une liste de pots de vin. Et tout en haut, autorisé par une signature qui ressemblait terrifiquement à la mienne, se trouvait un transfert de 2 millions de dollars vers un compte offshore aux îles Caïmans. Je le tenais. Je le tenais absolument. Mais je savais aussi que si j'agissais trop tôt, il prétendrait que je suis une ex-femme amère plantant des preuves. Je devais attendre qu'il active la phase finale de son plan. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'obscurité de la pièce est revenue en force, mais je n'avais plus peur du noir. Je savais exactement ce qui s'y cachait. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir de mon bureau à domicile, le silence de la maison vide pesant sur mes oreilles. L'adrénaline de l'hôtel et la découverte de la signature forgée commençaient à se transformer en une pierre froide et lourde dans mon estomac. J'ai regardé la photo de mariage sur le coin du bureau. Elle datait d'il y a 18 ans. Nous avions l'air si jeunes. Brent avait l'air terrifié et j'avais l'air admirative. Si l'on regardait attentivement cette photo, on pouvait voir la dynamique qui définirait les 2 prochaines décennies de ma vie. Je me penchais vers lui, je le soutenais, et lui regardait la caméra, attendant les applaudissements. J'ai rencontré Brent quand Vanguard Ridge n'était pas un titan de l'industrie, mais une start-up en difficulté perdant de l'argent dans un entrepôt loué à la périphérie d'Austin. Il était charmant, ambitieux et complètement désorganisé. Il avait de grandes idées sur la fabrication de composants, mais aucune idée de la gestion des flux de trésorerie ou de la conformité réglementaire. J'avais 20 ans, j'étais une analyste junior avec un cerveau qui fonctionnait en feuille de calcul et en probabilité de risque. Je suis tombée amoureuse de son potentiel. C'est la chose la plus dangereuse qu'une femme comme moi puisse faire. Je suis tombée amoureuse de son projet. Pendant les 5 premières années, je n'étais pas seulement sa femme, j'étais sa directrice financière non officielle. Je travaillais toute la journée à mon propre emploi, puis je rentrais à la maison et travaillais jusqu'à 2 heures du matin pour corriger ses comptes. J'ai construit l'architecture financière qui a sauvé l'entreprise. J'ai conçu les protocoles de réduction des coûts qui ont rendu son premier trimestre rentable. J'ai créé les modèles de prévision qu'il a utilisés pour obtenir son premier prêt d'1 million de dollars. Je me suis souvenu de la nuit où il a remporté le prix de l'entrepreneur de l'année. J'avais écrit son discours de remerciement. Je l'avais coaché sur la cadence, sur les moments de pause pour les faits, sur la façon de paraître humble mais imposant. Il s'est tenu sur cette scène, le projecteur frappant ses dents parfaites, et a remercié ses parents. Il a remercié ses mentors. Il a remercié ses partenaires de golf. Il ne m'a pas remercié. Quand je lui en ai parlé plus tard dans la voiture sur le chemin du retour, il a ri. Il a dit, ma puce, c'est une question d'image de marque. Les investisseurs ont besoin de me voir comme l'unique visionnaire. Cela sature le marché s'ils pensent que je m'appuie sur ma femme. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais. Je comprenais toujours. Je me disais que c'était un partenariat. Même Simon n'en était pas sur la porte, je me disais que j'étais la fondation. Et les fondations sont censées être invisibles. Mais la fondation craquait bien avant ce soir. La famille Caldwell ne m'a jamais laissé oublier que j'étais une acquisition, pas une fusion. Pour Marilyn, j'étais utile. J'étais celle qui se souvenait des anniversaires, qui organisait les galas, qui lissait les fissures sociales que Brent créait avec son arrogance. Mais je n'ai jamais été l'une des leurs. J'étais l'aide qui dormait dans la chambre principale. Je me souviens d'un dîner il y a 3 ans. Marilyn se plaignait d'un audit fiscal sur sa propriété. Elle s'est tournée vers moi et a dit, « Claire, occupe-toi de ça pour moi, veux-tu? Tu es si douée avec les petits détails ennuyeux. » Petits détails ennuyeux. C'est ainsi qu'ils appelaient le travail de ma vie. C'est ainsi qu'ils appelaient l'intellect qui les empêchait de finir devant le tribunal des faillites. Au cours des 2 dernières années, la dynamique était passée du dédain à l'exclusion. Brent a commencé à verrouiller son téléphone. Il a commencé à prendre des appels sur la terrasse. Il a cessé de me demander mon avis sur les chiffres. Quand j'essayais de poser des questions sur l'expansion de l'entreprise sur les marchés étrangers, il faisait un geste de la main et disait, « Tu ne comprendrais pas les complexités, Claire. C'est du haut niveau. »
Il disait à la femme qui avait construit son modèle opérationnel entier qu'elle ne comprendrait pas comment cela fonctionnait. C'est là que j'ai commencé à prêter attention aux ombres. Elle s'appelait Tessaro. Elle avait 26 ans, elle était la nouvelle directrice des relations publiques internes. Je l'avais rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise. Elle était brillante, pétillante et regardait Brent avec le genre de culte du héros que j'avais abandonné il y a 10 ans. Elle était tout ce que je n'étais pas. Elle était la femme qui disait oui à tout. Elle était le public dont il avait soif. Elle ne posait pas de questions sur les ratios d'endettement, elle lui demandait ce que ça faisait d'être un génie. J'ai vu la façon dont il la regardait. Ce n'était pas seulement du désir, c'était du soulagement. Elle lui offrait un reflet où il était parfait, où il n'avait pas à faire semblant d'être plus intelligent qu'il ne l'était car, pour elle, il était réellement l'homme le plus intelligent de la pièce. J'ai réalisé alors que j'étais un rappel de son inadéquation. Chaque fois qu'il me regardait, il voyait la femme qui connaissait la vérité. Il voyait la femme qui savait que le grand Brent Caldwell avait encore besoin d'aide pour lasser ses chaussures financières. La fête de divorce de ce soir n'était pas une décision de dernière minute. Alors que j'étais assise là dans le noir à relier les points, la cruauté de la chose est devenue mathématique. Il a choisi la nuit de l'annonce de son poste de PDG pour une raison. Il voulait muer. Je faisais partie de la phase de démarrage. J'étais l'infrastructure héritée qui n'était plus compatible avec la nouvelle mise à jour. Il voulait entrer dans son avenir avec Tessa, le nouvel accessoire brillant qui correspondait à l'image du PDG, et laisser la femme défaillante et trop informée dans le passé. C'était une exécution. Il l'avait répété, le rire de Marilyn, les documents préimprimés, le public de VIP. Tout était conçu pour me réduire au silence par la honte. Il voulait m'écraser si complètement que je me tairrais dans un trou et ne prononcerais plus jamais le nom de Vanguard Ridge. Il ne voulait pas seulement un divorce, il voulait une gomme. Il voulait réécrire l'histoire pour que Brent Caldwell ait construit son empire seul, un dieu autodidacte surgi du néant. J'étais un inconvénient pour ce récit, mais l'arrogance a une drôle de façon de rendre les gens aveugles. J'ai de nouveau regardé les documents étalés sur mon bureau. J'ai touché le papier où mon nom avait été forgé. Dans leur hâte de me pousser dehors, dans leur désespoir de simplifier leur récit, ils avaient commis une erreur fatale. Ils pensaient qu'ils me jetaient. Mais en utilisant mon nom pour valider leurs raccourcis illégaux, en utilisant mon identité pour couvrir leur fraude, ils s'étaient liés à moi plus étroitement que n'importe quel certificat de mariage ne pourrait jamais le faire. Brent voulait prétendre que je n'avais jamais existé. Il voulait prétendre qu'il avait tout fait lui-même, mais les papiers racontaient une autre histoire. Les papiers disaient que Claire Lopez était partout. J'ai pris un stylo rouge. J'ai entouré la date sur le certificat de conformité forgé. Ensuite, j'ai entouré la date du virement bancaire que j'avais trouvé plus tôt. Ils voulaient m'effacer, mais l'ironie était qu'ils avaient laissé leurs empreintes partout sur ma vie. Et contrairement à eux, je savais lire le code. Je n'étais plus seulement une femme bafouée. J'étais l'archiviste de leur destruction. Et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin de la fête, le monde extérieur était lumineux et inconscient. Mais à l'intérieur de mon bureau à domicile, les stores étaient tirés. L'air était épais du bourdonnement des ventilateurs de refroidissement de mes disques durs. Je n'avais pas dormi. Je fonctionnais à l'espresso et à une rage froide et concentrée qui aiguisait mon esprit mieux que n'importe quel stimulant. Miles Herroer n'a pas perdu de temps. À 8 heures du matin, il avait établi une passerelle sécurisée et cryptée entre mon ordinateur portable et les serveurs de Stonebridge Forensic. Stonebridge n'était pas le genre de cabinet que l'on trouvait dans l'annuaire. C'était une équipe d'anciens auditeurs de l'IRS et d'anciens enquêteurs sur la cybercriminalité spécialisés dans la mise au jour de ce que les hommes puissants s'efforçaient d'enterrer. J'étais assise avec un casque sur les oreilles, regardant un écran partagé alors qu'une experte comptable judiciaire nommée Sarah m'expliquait ce qu'ils avaient trouvé dans le premier transfert de données que j'avais fourni à partir du cloud de Marilyn. Claire, est-ce que tu regardes l'article 42 ? La voix de Sarah était nette, professionnelle et entièrement dépourvue de pitié. C'est ainsi que j'ai su qu'elle était bonne. Je le regarde, ai-je dit, en zoomant sur la feuille de calcul. C'est un paiement fournisseur à une société appelée Nordstar Logistique. Nous avons effectué une vérification des antécédents de Nordstar, a dit Sarah. Elle n'existe pas. L'adresse indiquée est un terrain vague dans le Nevada. Le numéro d'identification fiscale appartient à un homme décédé en Floride. Mais au cours des 18 derniers mois, Vanguard Ridge leur a versé 3 versements distincts totalisant $1 200 000.
J'ai ressenti une oppression dans ma poitrine. 3 paiements, 1,2 million de dollars. Où est allé l'argent, ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà la réponse. Il a rebondi, a expliqué Sarah, en surlignant le flux de fonds en rouge. Il est passé de Vanguard à Northstar, y est resté 24 heures, puis a été transféré à un cabinet de conseil au Panama. De là, il a été divisé en plus petits montants 9000 et injecté dans des fonds d'incitation pour les bonus des cadres. J'ai fixé l'écran. C'était un stratagème classique de transaction circulaire. Brent prenait l'argent de l'entreprise, le blanchissait via un fournisseur fantôme et le récupérait pour remplir ses propres poches et celles de son cercle restreint. C'était du vol, pur et simple. Mais alors Sarah a sorti un nouveau document. C'est là que ça devient dangereux pour toi, Claire. Regarde l'autorisation pour le contrat Northstar. J'ai regardé. C'était un formulaire d'approbation de fournisseur. Et là, en bas, se trouvait la signature de l'officier de révision, C. Lopez. Mon estomac s'est noué. Il avait utilisé mon nom pour autoriser le vol. C'est pire, a continué Sarah. Nous avons trouvé un dossier nommé aux conformités réglementaires caché dans un sous-répertoire du serveur. Elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers PDF, des certifications de sécurité pour l'équipement d'usine, des déclarations d'impact environnemental, des audits de normes de travail. Chacun d'eux portait ma signature ou mon tampon numérique. Je me suis adossé à ma chaise, le sang quittant mon visage. Ce n'était pas seulement des notes internes, c'étaient des exigences fédérales. Si l'usine déversait des produits chimiques illégalement, ou si l'équipement tombait en panne et blessait un travailleur, l'enquête irait directement vers la personne qui avait validé les contrôles de sécurité. Cette personne, c'était moi. J'ai commencé à taper furieusement, cherchant dans les archives de courriel que j'avais téléchargé toute mention de ces documents. Je devais connaître l'intention. Était-ce juste de la paresse? Utilisait-il simplement mon tampon parce que c'était pratique? J'ai trouvé une chaîne de courriel datant d'il y a 6 mois. C'était entre Brent et son directeur des opérations, un homme nommé Gary, que j'avais reçu à dîner une douzaine de fois. L'objet était préoccupation d'audit concernant Northstar. Gary avait écrit, Brent, les auditeurs demandent pourquoi nous utilisons un fournisseur non vérifié pour la logistique. Nous avons besoin d'une validation de la gestion des risques où cela va être signalé. J'ai retenu mon souffle en faisant défiler jusqu'à la réponse de Brent. Ne t'inquiète pas pour ça, avait-il écrit. Je vais m'occuper de la validation. J'ai le tampon de Claire. Mets-le sur les papiers. Personne ne regarde à 2 fois la signature de la femme. Elle n'est qu'un simple tampon automatique pour eux de toute façon. Si des questions surgissent plus tard, nous pourrons simplement dire qu'elle a tout vérifié à la maison. Cela nous donne un pare-feu. J'ai relu le mot « pare-feu ». Je n'étais pas une partenaire. Je n'étais même pas une personne. J'étais un bouclier humain. Il avait construit un pare-feu avec ma réputation et mon nom pour se protéger de la chaleur de ses propres crimes. La réalisation m'a frappé avec la force d'un coup physique. C'était sa stratégie de sortie. Il savait que l'entreprise pourrissait de l'intérieur à cause de ses détournements de fonds. Il savait qu'éventuellement les régulateurs viendraient frapper à la porte. Et quand il le ferait, il prévoyait de se tenir là le PDG affligé et trahi et de dire « Je n'en avais aucune idée ». Ma femme s'occupait de la conformité. Je lui ai fait confiance et elle a trahi l'entreprise. Il partirait avec l'argent, j'irais en prison pour fraude et détournement de fonds. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Miles, il me piège. Ce n'est pas seulement la maison. Il s'arrange pour que je sois tenu responsable de crimes fédéraux. Miles a répondu instantanément, continue de creuser. Nous avons besoin d'une chronologie. Prouve la préméditation. Je me suis retourné vers mes écrans. J'ai ouvert une nouvelle page blanche et j'ai commencé à construire une chronologie, plaçant chaque signature forgée, chaque virement bancaire et chaque événement majeur de la vie sur un seul axe horizontal. 15 janvier, Brent transfère 300 000 $ sur le compte au Panama. 16 janvier, un formulaire de conformité pour la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger est signé par C. Lopez. 3 mars, Brent achète à Tessa un bracelet en diamant d'une valeur de 40 000 $. 4 mars, une autre signature forgée sur un formulaire d'approbation de fournisseur. J'ai continué d'ajouter des points de données. Le schéma était indéniable. Chaque fois qu'il volait de l'argent, il forgeait mon nom dans les 48 heures pour couvrir la trace administrative.
Puis j'ai regardé les dates récentes. Il y a 2 semaines, Vanguard Ridge annonce le vote du conseil d'administration pour l'acquisition massive d'une entreprise technologique rivale, un accord d'une valeur de 400 millions de dollars. Il y a une semaine, Brent crée un fichier nommé décharge complète de responsabilité C.E. Lopez. Hier soir, les papiers du divorce sont signifiés, incluant l'accord de confidentialité et la renonciation à toute réclamation. Les pièces se sont emboîtées comme les rouages d'un coffre-fort. L'acquisition, si Vanguard achetait cette entreprise rivale, le processus d'audit préalable serait intense. Les auditeurs passeraient au peigne fin chaque centimètre des comptes de Vanguard. Ils trouveraient les paiements Nordstar. Ils trouveraient les faux audits de sécurité. Brent avait besoin que je sois divorcée et réduite au silence avant que cet accord ne soit conclu. Il avait besoin que cette décharge de responsabilité totale soit signée afin que, lorsque les auditeurs découvriraient la fraude, ils puissent produire le document et dire « Nous avons découvert l'inconduite de mon ex-femme. Nous l'avons écartée de la famille et elle a accepté la responsabilité. » Le divorce n'était pas la fin de la relation, c'était la dernière étape du coup monté. J'ai consulté le calendrier de l'entreprise sur le lecteur partagé. Vendredi prochain, 10h du matin, réunion extraordinaire du conseil d'administration pour voter l'acquisition de Cyberdine Systems. C'était la date limite. Si ce vote avait lieu, l'acquisition serait conclue. Les auditeurs externes interviendraient. Ils découvriraient le désordre, et d'ici là, Brent aurait mes papiers de divorce signés d'une main et les documents de conformité falsifiés de l'autre. Il refermerait le couvercle de mon cercueil et le clouerait. J'ai fixé la date. Vendredi prochain. J'avais 7 jours. 7 jours pour démanteler un mensonge qu'il avait mis 18 ans à construire. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de l'équipe de Stonebridge. Claire Sarah a tapé dans la boîte de discussion, « Tu dois voir ça. Nous venons de trouver l'ordre du jour de la réunion du conseil. Regarde le point numéro 4. » J'ai ouvert le document. Point 4. Ratification de toutes les certifications de conformité et évaluation des risques antérieurs menées par le conseiller externe, C.E. Lopez. Ils allaient voter pour accélérer l'approbation de tous les documents que j'étais censé avoir signés. Une fois que le conseil voterait pour les ratifier, il deviendrait la loi de l'entreprise. Le mensonge serait cimenté à jamais dans les registres de la société. J'ai senti une sueur froide perler dans mon cou. Il n'allait pas seulement me laisser porter le chapeau si les choses tournaient mal, il orchestrait activement un vote qui me rendrait impossible de nier un jour ses signatures. J'ai saisi mon téléphone et j'ai appelé Miles. Miles, ai-je dit, la voix tremblante sous l'intensité de la découverte. Ils votent vendredi prochain. Ils vont ratifier les faux. Alors nous devons empêcher cette réunion, a dit Miles. Non, ai-je dit, les yeux rivés sur l'écran, le regard étréci. Si nous arrêtons la réunion, il fera simplement disparaître les preuves. Il déchiquettera les documents. Il prétendra qu'il s'agissait d'une erreur administrative. J'ai regardé la chronologie que j'avais établie. J'ai regardé l'email où il me traitait de simple formalité administrative. Nous laissons la réunion avoir lieu, ai-je dit, une idée dangereuse germant dans mon esprit. Claire, c'est un suicide, a prévenu Miles. Non, ai-je dit. C'est un piège. Mais cette fois, ce n'est pas moi qui y entre. J'ai raccroché. J'ai regardé le calendrier. 7 jours. Brent pensait être le seul capable de jouer sur le long terme. Il pensait être le seul à comprendre le levier. Mais il avait oublié la première règle de l'analyse des risques, la variable la plus dangereuse est celle que vous pensez avoir déjà maîtrisée. J'étais cette variable. Et j'étais sur le point de devenir très incontrôlable. 2 jours après la fête, le silence de la maison fut rompu par la sonnerie de mon téléphone. L'écran affichait le nom Brent. Il était 11h du matin, un mardi. Autrefois, un appel à 7h signifiait qu'il avait oublié où il avait laissé ses clubs de golf ou qu'il avait besoin que je lui rappelle le nom d'un donateur. Aujourd'hui, cela ressemblait à une sonde envoyée en eau profonde pour voir si elle heurtait une mine. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Je devais avoir l'air hébété, vaincu. Je me suis raclé la gorge et j'ai répondu. Allô, ai-je dit, en gardant une voix douce et légèrement instable. Claire. Sa voix était chaleureuse, dégoulinante de cette inquiétude fabriquée qu'il utilisait avec les actionnaires quand les bénéfices étaient en baisse. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je sais que l'autre soir a été intense. Je voulais m'assurer que tu tiens le coup.
Il ne prenait pas de mes nouvelles, il vérifiait son pare-feu. Je vais bien, Brent, ai-je dit, m'adossant à ma chaise de bureau. Mes yeux étaient fixés sur l'écran où la chronologie de Stonebridge Forensic brillait en haute définition. J'essaie juste de digérer tout ça. C'est beaucoup de choses à emballer, 18 ans, en un week-end. Je sais, dit-il, et je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. Il pensait que je me morfondais. Écoute, j'ai remarqué une certaine activité sur le serveur cloud partagé. Juste quelques vieux dossiers consultés. J'ai supposé que c'était juste toi qui récupérais des photos personnelles. Elle était là. La vraie question. Oh, ça, ai-je dit, d'un ton dédaigneux. Oui, je cherchais les déclarations de revenus d'il y a 3 ans. Mon comptable a dit que j'en avais besoin pour calculer correctement les gains en capital sur la maison que tu m'as donnée, puisqu'elle est tellement hypothéquée. Je dois m'assurer de ne pas me retrouver avec une facture que je ne pourrais pas payer. Il y eut une pause. Je l'entendais calculer. Les déclarations de revenus étaient ennuyeuses. Les déclarations de revenus étaient sans danger. Ce n'étaient pas des certificats de conformité secrets, n'est-ce pas? Eh bien, assure-toi de ne prendre que ce qui est à toi, Claire, dit-il. Nous ne voudrions pas violer l'accord de confidentialité en te laissant en possession de données propriétaires de l'entreprise. Je n'y songerai même pas, ai-je menti. Je veux juste que ce soit fini, Brent. Je veux juste passer à autre chose. Bien, dit-il. C'est bien. Tu es raisonnable. Il a raccroché. Il pensait s'être rassuré. Il pensait que la souris se terrissait dans son coin. Il ne savait pas que la souris était en train de construire une guillotine. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. Ce n'était pas une sonnerie polie, c'était une pression longue et insistante qui exigeait de l'attention. J'ai vérifié la caméra de sécurité, Marilyn. J'ai ouvert la porte. Ma belle-mère se tenait là dans un tailleur Chanel de couleur crème qui coûtait plus cher que ce qu'un Américain moyen gagnait en 3 mois. Elle n'attendit pas d'invitation, elle passa devant moi dans le hall, ses yeux scannant la maison comme si elle évaluait une propriété qu'elle avait l'intention de saisir. « Je vois que tu es toujours là, dit-elle en enlevant ses gants en cuir. Je pensais que tu aurais eu la décence de vider les lieux maintenant. Bonjour, Marilyn, ai-je dit en fermant la porte. À quoi dois-je le plaisir? Je suis venu m'assurer que tu comprends bien la réalité de ta situation, dit-elle en se tournant vers moi. Brent est trop tendre. Il se sent coupable, mais pas moi. Elle entra dans le salon et passa un doigt sur le rebord de la cheminée. Tu es une femme cupide, Claire, cracha-t-elle. Tu as signé les papiers, mais je connais ton genre. Tu vas essayer de revenir pour en avoir plus. Tu vas essayer de lui soutirer une pension alimentaire ou de revendiquer un droit caché. Je me tenais sur le pas de la porte, les mains jointes devant moi. J'ai activé l'enregistreur vocal de ma montre connectée d'une pression subtile de l'index droit contre le verre. Marilyn, ai-je dit, en gardant un ton parfaitement égal. J'ai tout signé. J'ai pris la maison avec la dette. J'ai pris les $50 000. Que pourrais-je bien prendre de plus? Elle rit un son dur, comme un aboiement. Tu penses que $50 000, c'est beaucoup? C'est de l'argent de poche. Tu n'as aucune idée de ce que Brent vaut maintenant, et tu ne le sauras jamais. C'est ça le but. Je me suis approché de la table de chevet et j'ai versé un verre d'eau d'une carafe. Je devais la faire parler. J'avais besoin qu'elle soit précise. Je sais que l'entreprise marche bien, ai-je dit en lui tendant le verre. Mais Brent dit que l'essentiel de sa richesse est bloqué dans des actions. Il a dit que les liquidités sont rares. Elle prit le verre et me regarda avec un mépris pur. Elle mordit à l'hameçon si fort qu'elle l'avala pratiquement. Il te dit ça parce que tu es simple, ricana-t-elle. Les actions, c'est pour le public. Tu penses vraiment que mon fils laisserait son avenir entre les mains du marché? S'il te plaît, il a des actifs que tu ne pourrais même pas prononcer. Elle but une gorgée d'eau et baissa la voix, se penchant comme pour enfoncer le couteau. Ce compte au Caïman à lui seul contient assez pour acheter ce quartier 2 fois, chuchota-t-elle, ses yeux brillants de malice. Et le meilleur? Il est complètement invisible pour le fisc américain. Il a été assez intelligent pour le transférer avant que le divorce ne soit déposé. Alors tu peux creuser autant que tu veux, petite sangsue. Tu n'en trouveras jamais un centime. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline. Elle venait de confirmer l'existence du compte au Caïman et le moment du transfert.
C'était un aveu de dissimulation d'actifs lors d'une procédure de divorce. C'était un crime fédéral. Merci de m'avoir dit cela, Marilyn, ai-je dit. Cela m'aide à comprendre pourquoi il a été si généreux avec la maison. Je ne te le dis pas pour que tu comprennes, trancha-t-elle, posant le verre assez brutalement pour risquer de fendre le sous-verre. Je te le dis pour que tu saches que tu es battu. N'essaie pas de contester l'accord de confidentialité. N'essaie pas d'intenter un procès. Si tu le fais, nous t'enterrons. Nous avons des juges dans notre poche. Nous avons des avocats qui mangent les gens comme toi pour le sport. Elle ajusta sa veste et se dirigea vers la porte. Souviens-toi de ta place, Claire. Tu étais une invitée dans notre monde. Et l'heure du départ est passée. Elle claqua la porte derrière elle. J'ai attendu 5 secondes, puis j'ai appuyé à nouveau sur ma montre pour sauvegarder l'enregistrement. J'ai nommé le fichier Confession Marilyn, dissimulation d'actifs. Je l'ai envoyé immédiatement à Miles. 20 minutes plus tard, mon téléphone vibra à nouveau. C'était un SMS de Brent. Le ton avait complètement changé. Il avait dû parler à Marilyn. Il avait dû réaliser que son petit tour d'honneur avait pu exposer une faille dans son armure, ou peut-être ressentait-il simplement la pression de la réunion du conseil à venir. Le SMS disait « J'espère que tu ne te fais pas des idées à cause de ma mère. Elle parle trop. Mais écoute-moi bien. Si tu essaies de rouvrir le dossier de l'accord, je te poursuivrai pour rupture de contrat. Je te poursuivrai pour diffamation. Je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans la finance. J'ai des gens qui s'occupent des problèmes comme toi. Ne me teste pas. » Il perdait pied. Il me menaçait de représailles physiques et de ruine professionnelle parce qu'il était terrifié. Un homme sûr de sa victoire n'envoie pas de menaces par SMS un mardi après-midi. Je ne lui ai pas répondu. J'ai transféré la capture d'écran à Miles avec une seule légende, il commence à avoir peur. Je suis retourné à mon bureau. C'était l'heure du dernier mouvement de la journée. J'avais les preuves. J'avais la chronologie. J'avais l'enregistrement. Mais garder tout cela sur mon ordinateur portable était dangereux. S'il décidait d'envoyer ces gens dont Brent parlait pour s'introduire chez moi et voler mon ordinateur, je perdrais tout. Je me suis connecté à l'interface de conseil de Marilyn. Ce n'était pas un cloud public, c'était un parc de serveurs situé dans un bunker en Suisse, protégé par 3 couches de cryptage biométrique. C'était l'équivalent numérique d'un coffre-fort de banque. J'ai sélectionné le dossier intitulé Projet Caldwell. Il contenait les signatures falsifiées, les factures de Northstar, la chronologie du détournement de fonds, l'enregistrement de Marilyn et les captures d'écran des menaces de Brent. J'ai lancé le téléchargement. La barre de progression avançait sur l'écran, 10%, 40%, 80%. J'ai regardé la ligne verte avancer à chaque point de pourcentage. Le poids sur mes épaules s'est allégé. Une fois ces données sur les serveurs de Marilyn, elles étaient intouchables. Même s'il brûlait ma maison, la vérité survivrait. Téléchargement terminé. J'ai refermé l'ordinateur. Je suis resté assise dans la pénombre de la pièce, écoutant le ronronnement du disque dur s'arrêter. Il pensait avoir affaire à une épouse éconduite qui réagissait émotionnellement. Il ne réalisait pas qu'ils avaient affaire à une analyste professionnelle des risques qui venait de sauvegarder tout son dossier hors site. Je me suis levé pour m'étirer, ressentant la première pointe de faim depuis 2 jours. Je me suis dirigé vers la cuisine. Mon téléphone vibra à nouveau. J'ai marqué une pause. J'ai supposé que c'était encore Brent, revenant avec une autre menace, ou peut-être Marilyn réalisant qu'elle en avait trop dit. J'ai pris le téléphone. C'était un SMS, mais le numéro n'était pas celui de Brent. Ni celui de Marilyn. Ni celui de Miles. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert le message, nous devons parler. J'ai les fichiers qu'il m'a dit de supprimer. J'ai fixé l'écran. Les fichiers qu'il m'a dit de supprimer. Il n'y avait qu'une seule personne qui aurait accès à des fichiers que Brent ordonnerait de supprimer. Une seule personne qui était assez proche pour recevoir ses ordres, mais peut-être assez effrayée pour ne pas les suivre. Ce n'était pas une amie. C'était l'ennemi. Mais dans une guerre comme celle-ci, parfois l'ennemi de votre ennemi est la seule arme qu'il vous reste. J'ai fixé le SMS du numéro inconnu pendant un long moment. Le nom de Tessaro me faisait l'effet d'un éclat de verre dans la bouche. Mon instinct était de bloquer le numéro, de jeter le téléphone à travers la pièce,
de refuser d'engager le dialogue avec la femme qui avait aidé à démanteler mon mariage. Mais je n'agissais plus par instinct, j'agissais par intelligence. Et l'intelligence exigeait de recueillir des données de toutes les sources disponibles même si cette source était la personne qui couchait avec mon mari. J'ai accepté de la rencontrer. Pas chez moi, et certainement pas dans les bureaux de Vanguard. J'ai choisi un petit restaurant ouvert 24 heures sur 24 à la lisière du quartier industriel, un endroit où les camionneurs et les travailleurs de nuit mangent de la tarte à 3 heures du matin. C'était un terrain neutre, sans prétention, et loin du circuit des clubs de loisirs où Marilyn pourrait avoir des espions. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Je me suis assise dans un box face à la porte, le dos au mur. J'ai commandé un café noir et j'ai attendu. Quand Tessa est entrée, elle ne ressemblait pas au trophée brillant et triomphant que j'avais vu dans les pages mondaines. Elle portait un trench coat ceinturé étroitement à la taille, et ses cheveux, habituellement coiffés à la perfection, étaient relevés en un nœud désordonné. Elle portait des lunettes de soleil sombre alors qu'il faisait gris et qu'il pleuvait dehors. Elle a regardé par-dessus son épaule à 2 reprises avant de m'apercevoir. Elle s'est glissée dans le box en face de moi. Elle a enlevé ses lunettes de soleil, et j'ai vu les cernes sous ses yeux. Elle avait l'air terrifiée. Je ne l'ai pas saluée, je l'ai juste observée. Je ne pensais pas que tu viendrais, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Elle fit signe à la serveuse pour de l'eau, ses mains tremblant alors qu'elle lissait la serviette sur la table. Je suis curieuse, Tessa, ai-je dit, en gardant une voix monocorde. D'habitude, la maîtresse attend que l'encre soit sèche sur les papiers du divorce pour faire son tour d'honneur. Où es-tu venu me demander conseil sur la façon d'enlever les taches de vin rouge des tapis? Elle tressaillit. C'était une petite réaction satisfaisante, mais elle se reprit rapidement. Je ne suis pas ici pour me battre avec toi, Claire, dit-elle en se penchant sur la table. Et je ne suis pas ici pour me vanter. Je suis ici parce que je pense que j'ai des ennuis. J'ai pris une longue gorgée de mon café. Tu couches avec un homme marié qui fait actuellement l'objet d'une enquête interne pour détournement de fonds. Oui, je dirais que tu as des ennuis. Mais cela ressemble à un problème personnel. Ce n'est pas seulement ça, siffla-t-elle, baissant la voix jusqu'à chuchoter. Elle regarda à nouveau autour du restaurant. Paranoïaque. Il me force à faire des choses. Quelles choses, ai-je demandé. Il m'a fait rester tard 3 soirs de suite, dit-elle. Il m'a donné ses identifiants administratifs. Il m'a dit de nettoyer les archives de mai. Il m'a dit de supprimer des fils de discussion spécifiques du serveur avant que l'audit d'acquisition ne commence la semaine prochaine. J'ai posé ma tasse de café. La céramique a teinté contre la soucoupe. Il t'a demandé de détruire des preuves, ai-je demandé. Il a dit que c'était juste pour nettoyer de vieux encombrements, dit-elle, ses yeux grands ouverts et humides. Il a dit que c'était la procédure standard de supprimer les fichiers en double. Mais Claire, je les ai lus. J'ai lu les emails avant de les supprimer. Ce n'étaient pas des doublons. C'étaient des conversations avec des fournisseurs qui n'existent pas. C'étaient des brouillons de formulaires de conformité portant ton nom. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit une petite clé USB argentée. Elle la posa sur la table entre nous. Elle avait l'air inoffensive, comme quelque chose qu'on utiliserait pour stocker des photos de vacances. Je ne les ai pas supprimées, chuchota-t-elle. Je les ai copiées. J'ai regardé la clé. Puis je l'ai regardée, elle. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi m'apporter ça? Tu es son avenir. Tu es la nouvelle Madame Caldwell. Elle laissa échapper un rire amer et sec. Il n'y a pas d'avenir, Claire. Tu penses que je suis stupide? Je travaille dans les relations publiques. Je sais comment présenter une histoire sous son meilleur jour, mais je sais aussi quand une histoire est sur le point de s'effondrer. Elle pointa un doigt manucuré vers la clé. Hier, il m'a dit de signer une déclaration sous serment affirmant que j'avais été témoin de tes accès aux serveurs sécurisés depuis la maison. Il voulait que je mente. Il voulait que je dise que je t'avais vu falsifier les fichiers. Elle prit une profonde inspiration. Si je signe ça et que les fédéraux débarquent, je ne suis pas seulement un témoin, je suis une complice. Je risque une condamnation pour entrave à la justice. J'ai 26 ans, Claire. Je ne vais pas aller dans une prison fédérale pour un homme qui ne veut même pas me présenter à sa mère parce qu'il pense que c'est trop tôt. J'ai réalisé alors que je l'avais mal jugée. Je pensais qu'elle était une méchante. Elle ne l'était pas. C'était une survivante. Elle était égoïste,
opportuniste et moralement flexible, mais elle n'était pas suicidaire. Elle avait compris que Brent n'était pas un ticket d'or, c'était une ancre, et il l'entraînait vers le fond avec lui. J'ai ramassé la clé USB. Elle était fraîche dans ma main. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. « L'immunité, dit-elle immédiatement. Ou ce qui s'en rapproche le plus. Je veux m'en sortir. Je veux quitter Vanguard Ridge et Brent Caldwell sans casier judiciaire. Si je te donne ça, si je témoigne qu'il m'a ordonné de détruire des preuves, peux-tu me tenir hors de la zone d'impact? Je ne suis pas procureur, Tessa. Je ne peux pas promettre l'immunité, mais tu as un avocat, dit-elle. Un qui fait peur. J'ai fait des recherches sur lui. Miles ROR. Il négocie des accords. Dis-lui que je coopérerai. Ne me laisse pas couler avec lui, c'est tout. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu la peur que Brent avait instillée en elle. Il utilisait les gens. Il m'utilisait pour mon cerveau, et il l'utilisait, elle, pour son adoration. Et quand nous devenions encombrantes, il essayait de nous éliminer. J'ai empoché la clé. Je parlerai à Miles, ai-je dit. Si cette clé contient ce que tu dis, nous pourrons probablement te positionner comme lanceuse d'alerte plutôt que comme co-conspiratrice. Mais tu dois faire exactement ce que je te dis. Je le ferai, dit-elle, le soulagement se lisant sur son visage. Tu retournes au travail, ordonnai-je. Tu agis normalement. Tu prétends avoir supprimé les fichiers. Tu le laisses penser qu'il est en sécurité. S'il te demande de signer quoi que ce soit d'autre, tu dis que tu dois vérifier la formulation. Fais-le traîner, mais ne signe pas. Je me suis levé. Je ne l'ai pas remercié. Elle ne faisait pas ça pour moi, elle le faisait pour sauver sa propre peau. Mais dans une guerre, on ne vérifie pas la pureté des munitions, on charge simplement l'arme. Je suis sorti du restaurant et je suis monté dans ma voiture. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable et je me suis connecté au point d'accès sécurisé. J'ai lancé une session à distance avec Stonebridge Forensic. Sarah, ai-je dit dans mon micro. Je télécharge un nouveau lot de fichiers. Source interne. Vérifie l'authenticité immédiatement. J'ai attendu dans la voiture, la pluie tambourinant un rythme lourd sur le toit. 10 minutes passèrent. Puis 20. Enfin, la voix de Sarah retentit, claire et nette. Claire, c'est de l'or. Dis-moi tout, ai-je dit. Nous avons les métadonnées, dit Sarah. Nous avons les dates de création originale des documents falsifiés. Mais plus important encore, nous avons un email supprimé de Brent à son avocat personnel. Lis-le, ordonnai-je. Il a été envoyé il y a 3 jours, dit Sarah. Il dit ceci, la femme est gérée. Elle a signé l'accord de confidentialité. Une fois que Tessa aura effacé les journaux du serveur, il n'y aura plus de lien entre moi et les comptes Nordstar. Si quoi que ce soit fait surface, nous nous en tiendrons à la version selon laquelle Claire menait une opération de l'ombre. Elle a le bagage financier. Il est plausible qu'elle ait détourné les fonds à mon insu. J'ai senti un sourire froid effleurer mes lèvres. Elle était là, l'intention, la malveillance, la préméditation. Il ne se contentait pas de me faire porter le chapeau, il construisait un récit où ma compétence était la preuve de ma culpabilité. Il utilisait mon propre CV contre moi. Était ça, ai-je demandé. La clé contient un journal de discussion, continua Sarah. Provient d'une application de messagerie interne. De Brent à Tessa. Citation, ne pose pas de questions, efface juste le disque. Si tu veux être ma femme, tu dois apprendre à protéger la famille. Fais ça et nous serons libres. Fin de citation. Il avait lié sa demande en mariage à la commission d'un crime. C'est un monstre, chuchotai-je. Il est négligent, corrigea Sarah. Et maintenant, il est démasqué. J'ai coupé la session et j'ai appelé Miles. Nous l'avons, ai-je dit. Nous avons la preuve irréfutable. Tessa a retourné sa veste. J'entendis Miles expirer lentement à l'autre bout du fil. Cela change la stratégie, dit Miles. Nous ne te défendons plus contre un mauvais règlement de divorce. Nous construisons maintenant un dossier pour conspiration criminelle et fraude. Je veux en finir, Miles, ai-je dit. Je veux qu'il soit arrêté avant la réunion du conseil vendredi prochain. Nous en avons assez pour aller voir les autorités, convint Miles. Mais Claire, écoute-moi. Si nous allons à la police maintenant, il pourrait en avoir vent. Il a des relations.
Il pourrait trouver un moyen de détruire les sauvegardes physiques, ou il pourrait fuir le pays vers ce compte aux Caïmans dont sa mère se vantait. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Il nous faut un coup fatal, dit Miles. Un coup si soudain et si public qu'il ne puisse ni s'enfuir ni se cacher. Nous devons le prendre en flagrant délit de finalisation de la fraude. La réunion du conseil, ai-je dit, comprenant où il voulait en venir. Exactement, dit Miles. Il pense qu'il y va pour être couronné roi. Nous devons nous assurer qu'il en sorte avec les menottes. Mais pour cela, nous avons besoin d'une intervention fédérale. La police locale sera trop lente et pourrait être intimidée par son influence. Nous avons besoin du genre d'artillerie lourde qui ne se soucie pas de la politique locale. Je fis silence. Je savais exactement qui possédait ce genre d'artillerie. J'avais passé 18 ans à essayer de prouver que je n'avais pas besoin de l'aide de mon père. J'avais épousé un homme spécifiquement parce qu'il était l'opposé de mon père, ce militaire rigide. Je voulais construire quelque chose par moi-même. Mais ce que j'avais construit était un piège. Et maintenant, pour m'en sortir, j'avais besoin de la seule chose que je fuyais. Miles, ai-je dit calmement. Je sais qui appeler. Tu en es sûr, demanda Miles. Une fois que tu auras passé cet appel, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Cela nous échappera. J'ai regardé la pluie glisser sur le pare-brise. J'ai pensé au visage suffisant de Brent à la fête. J'ai pensé à Marilyn se moquant de moi. J'ai pensé aux 18 années que j'avais gâchées à construire une échelle pour un homme qui l'écarterait d'un coup de pied dès qu'il aurait atteint le sommet. J'en suis sûr, ai-je dit. J'ai raccroché le téléphone. Je suis resté assise un moment à rassembler mes forces. Puis j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que je n'avais pas composé depuis 4 ans. Il était libellé simplement « Général ». J'ai appuyé sur « Appeler ». J'étais assise dans ma voiture, la pluie martelant toujours le toit, fixant le nom du contact sur l'écran de mon téléphone, « Général ». Ce n'était pas un surnom que je lui avais donné pour plaisanter, c'était ainsi que le monde l'appelait. Et à bien des égards, c'était ce qu'il était, même à la maison. Thomas Lopez, général 3 étoiles à la retraite, actuellement conseiller stratégique principal pour le Bureau de l'intégrité des contrats fédéraux. Je ne lui avais pas parlé depuis 4 ans, pas depuis ce dîner de Noël où il m'avait dit que Brent était un objet brillant sans intégrité structurelle, et où je lui avais répondu que j'en avais assez d'être traité comme un soldat de son peloton plutôt que comme une fille. J'étais parti. J'avais passé les années suivantes à lui prouver qu'il avait tort, à prouver que je pouvais construire une vie sans son influence, sans ses relations, sans son ombre terrifiante planant sur moi. Mais maintenant, devant les preuves de la trahison de mon mari, je réalisais l'amère vérité, je ne lui avais pas prouvé qu'il avait tort, je lui avais prouvé qu'il avait raison. Brent n'avait aucune intégrité structurelle. Et maintenant, la structure s'écroulait sur moi. Je n'avais pas besoin d'un câlin. Je n'avais pas besoin d'argent. J'avais besoin de la seule chose que mon père possédait en abondance, l'autorité d'arrêter un train en marche. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois. Lopez. Une voix répondit. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation de présence. Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, du gravier sur de l'acier, dépourvue de chaleur inutile, mais vibrante de vigilance. Papa, ai-je dit. Ma voix était ferme. Il m'avait appris que la panique était un luxe que la survie ne permettait pas, c'est clair. Il y eut un silence à l'autre bout, lourd et épais. J'entendais le léger grattement d'un stylo contre du papier. Puis cela s'arrêta. Claire, dit-il. Le ton n'avait pas changé. Es-tu en sécurité? Physiquement, oui, ai-je dit. Légalement, je suis dans la zone d'abattage. Je n'ai pas perdu de temps en excuses ou en politesse. Je savais comment il traitait l'information. Il voulait le titre, puis les renseignements, puis la demande. Brent dirige un système de fraude via Vanguard Ridge impliquant des contrats de défense fédéraux, ai-je dit, parlant clairement et rapidement. Il a détourné des fonds par le biais de fournisseurs fantômes. Il a falsifié ma signature sur des certificats de conformité pour contourner les audits. Il s'apprête à conclure une fusion vendredi prochain qui ratifiera ses faux. Il me prépare à porter la responsabilité de 18 mois de vol systématique. Le silence revint. Il s'étira pendant 10 secondes, puis 20. Je ne l'ai pas comblé. J'ai attendu. Volume, demanda-t-il. 1,2 million confirmé, répondis-je.
L'exposition potentielle sur la nouvelle acquisition est de 400 millions. Et la signature? C'est un tampon numérique, ai-je dit. Mais il a une trace de mai ordonnant à son personnel de l'utiliser sans mon consentement. Il appelle ça un pare-feu. J'entendis une brusque expiration. C'était le seul signe de colère qu'il s'autorisait. C'est toi le pare-feu, dit-il. Ce n'était pas une question. Oui. As-tu les preuves, demanda-t-il. Pas des soupçons, pas des oui-dire. As-tu des données concrètes qui tiennent devant un tribunal fédéral? J'ai les journaux du serveur Marilyn, ai-je dit. J'ai les transferts bancaires. J'ai un enregistrement de sa mère admettant la dissimulation d'actifs. Et depuis 30 minutes, j'ai une clé USB de sa maîtresse contenant des ordres directs de détruire des preuves de non-conformité fédérale. Envoie-les, ordonna-t-il. Canal sécurisé. Tu te souviens toujours de la clé de cryptage que je t'ai donnée? Je ne l'ai jamais oubliée, ai-je dit. Envoie le résumé. Je suis au bureau. Je vais regarder ça maintenant. Il ne raccrocha pas. Il posa le téléphone sur son bureau. J'entendais le tapotement d'un clavier. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je l'ai connecté à mon téléphone et j'ai lancé le transfert vers sa Dropbox privée sécurisée. Envoyé, ai-je dit. Pendant 5 minutes, le seul son sur la ligne fut le ronronnement de la climatisation de son bureau et le clic occasionnel d'une souris. J'étais assise dans la voiture sombre, mon cœur battant un rythme lent et lourd. C'était le point de non-retour. Une fois que Thomas Lopez verrait cela, ce ne serait plus une dispute familiale, ce serait une opération fédérale. Enfin, sa voix revint sur la ligne. Elle était plus froide maintenant mortelle. La fille, dit-il. Ro. C'est le témoin. Elle a peur, ai-je dit. Elle veut un accord. Si cette clé est authentique, dit-il, elle vient de nous donner l'intention. Sans cela, c'est un divorce houleux avec quelques irrégularités financières. Avec ça, c'est une conspiration pour frauder le gouvernement des États-Unis. Cela déclenche le mandat du FCIB. Nous avons compétence. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas avoir retenu. Compétence. C'était le mot magique. Cela signifiait que la police locale, qui jouait au golf avec Brent, était hors de l'équation. Cela signifiait que les tribunaux d'État étaient contournés. Qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. Rien, dit-il sèchement. Papa, la réunion du conseil est dans 7 jours. Ils vont voter. Laisse-les faire, dit-il. Si tu bouges maintenant, il détruit les sauvegardes. Il prétendra que la clé USB a été volée ou placée là. Il prendra des avocats et fera traîner ça pendant 5 ans pendant que ta réputation pourrit. Tu as besoin qu'il se sente en sécurité. Tu as besoin qu'il entre dans cette salle en pensant qu'il a gagné. Il me menace, ai-je dit. Il essaie de m'effrayer pour me faire taire. Bien, dit mon père. La peur rend les hommes négligents, mais l'arrogance les tue. Laisse-le être arrogant. Ne t'engage pas. Ne réplique pas, laisse-le penser que tu es brisé. Il pense que je suis faible, ai-je dit, l'amertume montant dans ma gorge. Tu es une Lopez, dit-il. Utilise le camouflage. Il marqua une pause, et pendant une brève seconde, le général s'effaça et le père fit un pas en avant, d'1 pouce à peine. J'ai lu le dossier, Claire. C'est toi qui as construit toute la structure financière de cette entreprise. Oui, ai-je dit. Et il pense qu'il peut la démolir et t'enterrer sous les décombres sans que tu t'en aperçoives. Oui. Alors c'est un imbécile, dit-il. Et nous allons lui donner une leçon sur la défaillance structurelle. La réunion a lieu au siège. J'ai dit vendredi, 10 heures du matin. Il prévoit un toast de célébration juste après le vote. Je connais le protocole, dit-il. Je m'occupe de la logistique. Toi, assure-toi simplement d'être dans cette salle. Il se peut qu'il ne me laisse pas entrer, ai-je dit. Il veut que je sois parti. Il te laissera entrer, dit mon père, sa voix descendant d'un ton, presque un grognement. Parce qu'il veut jubiler. Il veut te voir vaincu. Donne-lui cette satisfaction. Entre là-bas la tête basse. Signe tout ce qu'il mettra devant toi s'il le faut. Fais-lui croire que le piège s'est refermé. Et alors, dit-il, tu attends que la porte s'ouvre. Qui vient, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Je viens, a-t-il dit. Et j'amène les nettoyeurs.
Il parlait de l'équipe tactique, les agents qui sécurisent les scènes et exécutent les mandats fédéraux. Papa, ai-je dit, ressentant une soudaine vague d'émotion. Merci. Ne me remercie pas encore, m'a-t-il coupé. Nous intervenons vendredi. D'ici là, tu es un fantôme. Tu ne parles pas à ton avocat des spécificités du raid. Tu ne parles pas à la fille. Tu restes dans cette maison et tu le laisses creuser sa tombe un peu plus profondément. Compris, ai-je dit. Le vieux réflexe était de retour, le soldat répondant au commandant. Claire, a-t-il dit juste avant de couper la communication. Oui. Quand cette porte s'ouvrira vendredi, a-t-il dit, la voix dure comme la pierre, ne regarde pas le sol. Ne regarde pas ton mari. Regarde droit devant toi. Regarde-moi et ne scie pas, je ne le ferai pas, ai-je dit. La ligne s'est coupée. J'ai abaissé le téléphone. Ma main ne tremblait plus. La peur qui me rongeait l'estomac depuis 3 jours avait disparu, remplacée par une certitude froide et tranquille. Brent avait les membres de son conseil d'administration. Il avait sa mère. Il avait ses millions aux îles Caïmans. Mais j'avais le gouvernement des États-Unis. Et plus important encore, j'avais un père qui attendait depuis 4 ans une raison de rappeler au monde que personne ne s'en prend à sa propre chair. J'ai démarré la voiture. Le moteur a vrombi. Je suis rentré chez moi, non pas comme une victime retournant sur la scène du crime, mais comme un observateur avancé marquant la cible pour une frappe aérienne. Le trajet en ascenseur jusqu'au 42e étage du siège de Vanguard Ridge ressemblait moins à une ascension qu'au chargement dans la chambre d'un revolver élégant aux parois de verre. C'était vendredi matin, 10h pile. La ville de San Antonio s'étendait sous mes pieds, une grille de gris et de vert sous le soleil implacable du Texas. Mais à l'intérieur du bâtiment, l'air était climatisé à un 20 degrés Celsius, 68 degrés Fahrenheit, vif et stérile. J'ai ajusté le poignet de mon blazer. J'avais choisi un tailleur gris colombe doux. Ce n'était pas un costume de pouvoir, c'était la couleur du nombre, de quelqu'un qui se fond dans le décor. C'était exactement ce que Brent voulait voir. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, la réception bourdonnait d'une énergie frénétique. Le vote d'acquisition était prévu pour midi, suivi d'une conférence de presse. Des employés couraient dans tous les sens avec des casques, portant des plateaux de traiteurs et des piles de dossiers de presse. Mais on ne m'a pas conduite à la salle de conseil principale. L'assistante personnelle de Brent, une jeune femme qui me regardait avec un mélange de pitié et de curiosité, m'a guidé vers l'antichambre exécutive. « Monsieur Caldwell vous attend dans le salon privé », a-t-elle dit doucement. Je suis entré. La pièce était vaste, dominée par une longue table en teck importée et une vue qui coûtait plus cher que la pension de mon père. Brent se tenait près de la fenêtre, ajustant sa cravate dans le reflet de la vitre. Il s'est retourné à mon entrée, affichant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Claire » a-t-il dit, s'avançant les bras légèrement ouverts comme s'il accueillait un ancien partenaire d'affaires plutôt que l'épouse qu'il était en train de dépouiller. « Merci d'être venu. Je sais que c'est peu orthodoxe, mais l'équipe juridique a insisté. » Il n'était pas seul. Marilyn était assise dans un fauteuil en cuir dans le coin, ressemblant à une reine régente présidant une exécution. Elle portait une robe rouge sang qui jurait violemment avec les tons neutres de la pièce. « Ne prétendons pas qu'il s'agit d'une visite de courtoisie, Brent, a dit Marilyn, sa voix tranchant à travers son jeu d'acteur. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la table, ses talons s'enfonçant dans la moquette épaisse. Fais-lui signer le papier pour qu'elle puisse partir. Les membres du conseil arrivent dans 20 minutes. Nous n'avons pas besoin que l'encombrement de ton passé traîne dans les parages. Brent a soupiré, me lançant un regard d'excuse pratiquée. Tu sais comment est mère, a-t-il dit avec fluidité. Mais elle a raison pour le timing. Nous devons faire place nette avant le vote. Il m'a fait signe de m'asseoir. J'ai pris le siège en face de lui. J'ai gardé mes mains sur mes genoux, les serrant l'une contre l'autre pour les empêcher de trembler non pas de peur, mais par l'effort pur de réprimer la rage qui bouillait dans mes veines. De quoi s'agit-il, ai-je demandé d'une voix basse. Je croyais avoir tout signé à la fête. Juste une formalité, a dit Brent, faisant glisser un document unique sur le bois poli. C'est un avenant, une confirmation de la renonciation que tu as signée. J'ai regardé le document. Il était intitulé « Affidavit de renonciation volontaire et de ratification d'actes passés ». J'ai lu le premier paragraphe. Ce n'était pas seulement une renonciation, c'était une confession générale.
En signant cela, je déclarais avoir eu une pleine connaissance et un contrôle indépendant sur toutes les questions de conformité au cours des 5 dernières années et que j'avais volontairement transféré toute autorité à l'équipe de direction actuelle. C'était le dernier clou. Si je signais cela, je prenais rétroactivement la responsabilité de chaque document forgé, de chaque faux audit de sécurité et de chaque transfert illégal. Je lui remettais une confession signée qu'il pourrait montrer au FBI s'il venait un jour frapper à sa porte. Je vois, ai-je dit. Tu veux que je confirme que je me retire des projets que j'ai commencés? Brent a acquiescé, se penchant en avant, ses yeux fixés dans les miens. Il a activé son charme, utilisant la voix qu'il utilisait pour conclure des affaires. C'est pour ton propre bien, Claire. Cela te sépare complètement. Si l'entreprise grandit, si nous prenons des risques, tu n'es pas responsable. Je fais cela pour te protéger. Je veux que tu repartes sur des bases saines. Il mentait avec une telle aisance que c'en était presque impressionnant. Marilyn a ricané sur le côté. La protéger? Tu es trop gentil, Brent. Elle devrait être reconnaissante que nous ne lui facturions pas les années passées à profiter de ton succès. Elle m'a regardé, les yeux plissés. Signe-le, Claire. Signe et disparaît. Va te trouver un gentil petit comptable à épouser. Laisse la construction d'empire aux adultes. J'ai regardé le stylo que Brent avait placé à côté du papier. C'était un Montblanc, lourd et noir. Je l'ai pris. J'ai hésité juste une seconde. C'était le moment. Papa avait dit de le laisser se sentir en sécurité. Papa avait dit de laisser le piège se refermer. Mais je n'allais pas signer mon propre arrêt de mort sans laisser une clé pour le médecin légiste. J'ai débouché le stylo. Je vais signer, ai-je dit doucement. Brent a expiré, ses épaules s'abaissant de 2 pouces. Excellent. J'ai tourné la page. Je n'ai pas seulement signé en bas. J'ai apposé mes initiales dans le coin inférieur droit de la première page, puis j'ai paraphé la 2e page. Pour un œil non averti pour Brent et Marilyn, j'étais simplement méticuleuse. J'étais l'épouse ennuyeuse, petite et soucieuse du détail qu'ils méprisaient. Mais je ne faisais pas qu'apposer mes initiales. J'ajoutais une minuscule barre verticale, presque invisible, après la date sur chaque page. C'était une notation que Miles et moi utilisions depuis des années dans nos brouillons internes pour signifier « contenu en cours de révision » ou « signature contestée ». Ce n'était pas une annulation légale du document, mais pour un expert en examen de documents médico-légaux, cela créerait un motif. Cela prouverait que j'avais lu les pages et que je les avais marquées d'une manière spécifique qui contredisait l'idée d'un accord aveugle et heureux. Je suis arrivé à la dernière ligne de signature. Brent surveillait la pointe du stylo comme un faucon. Marilyn tapait du pied avec impatience. J'ai écrit mon nom, Claire Lopez Caldwell. J'ai terminé la signature avec une fioriture, tapotant le stylo avec un clic sonore qui a résonné dans la pièce silencieuse. J'ai repoussé le document de l'autre côté de la table. Voilà, ai-je dit. Tu es libre de moi. Brent a saisi le papier. Il a parcouru la signature, vérifiant qu'elle était lisible. Un large sourire lent s'est étendu sur son visage. Il ressemblait à un homme qui venait de tromper la mort et de gagner au loto le même après-midi. Il s'est levé, serrant le papier contre sa poitrine. « Merci, Claire », a-t-il dit. Il s'est dirigé vers le buffet et a versé 2 verres de scotch. Il n'en a pas versé pour moi. Il a levé son verre vers Marilyn. « À l'avenir », a-t-il dit. « À l'avenir », a répondu Marilyn, faisant teinter son verre contre le sien. Elle s'est tournée vers moi, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Adieu au passé. » Brent m'a regardé, les yeux brillants d'arrogance. « Tu sais, Claire », a-t-il dit, sa voix suintant la condescendance, « j'apprécie vraiment cela. Tu as été utile au début. Tu as été un bon tremplin. Mais certaines personnes sont faites pour le rez-de-chaussée, et d'autres pour le penthouse. » Marilyn a ri. C'était un son aigu et perçant qui écorchait mes oreilles. « Oh, Brent, ne sois pas si sentimental », a-t-elle gloussé. Elle n'était que l'aide domestique, et maintenant nous avons enfin sorti les poubelles. Ils restaient là à rire ensemble, la mère et le fils qui croyaient posséder le monde. Ils étaient ivres de leur propre pouvoir, ignorant complètement le fait que le papier que Brent tenait n'était pas un bouclier, mais une balise de traçage. Je suis restée assise là, silencieuse, à les regarder. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas levée pour partir.
Brent a remarqué mon immobilité. Il a abaissé son verre, un froncement de sourcils barrant son front. « Tu peux y aller maintenant, Claire ?» a-t-il dit, agitant une main vers la porte. Le spectacle est terminé. Je l'ai regardé. J'ai regardé Marilyn. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai laissé un sourire sincère toucher mon visage. « Non, Brent, » ai-je dit, ma voix ferme et assez forte pour couvrir le rire. Le spectacle ne fait que commencer. Il a ouvert la bouche pour parler, pour demander ce que je voulais dire. Mais les mots ne sont jamais sortis. Derrière moi, les lourdes doubles portes du salon privé ne se sont pas seulement ouvertes, elles ont été projetées avec une telle force que les poignées ont percuté les murs avec un bruit semblable à un coup de feu. Le rire dans la pièce est mort instantanément. Brent s'est figé, son verre à mi-chemin de sa bouche. Marilyn s'est retournée brusquement, le visage déformé par le choc. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement qui se tenait dans l'encadrement de la porte. J'ai gardé mes yeux fixés sur le visage de Brent, regardant la couleur quitter sa peau, le rendant d'un gris pâle et maladif. L'air dans la pièce a changé instantanément. L'eau de Cologne coûteuse et le scotch ont été submergés par l'odeur soudaine et tranchante de l'autorité. Le silence qui a suivi le fracas des portes était absolu. Ce n'était pas le calme d'une bibliothèque, c'était le vide d'une pièce dont tout l'oxygène avait été aspiré en une seule seconde. Mon père, Thomas Lopez, a franchi le seuil. Il ne portait pas d'uniforme, mais il n'en avait pas besoin. Il portait un costume anthracite qui épousait ses larges épaules avec une précision militaire, sa cravate nouée serrée contre un col blanc empesé. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé la vue sur l'horizon de San Antonio. Ses yeux, froids et durs comme l'ardoise, se sont fixés instantanément sur Brent. C'était un regard que je n'avais vu qu'une seule fois auparavant, dirigé vers un soldat qui s'était endormi à son poste. C'était un regard d'évaluation, calculant le moyen le plus efficace de neutraliser une menace. Il n'a pas parlé. Il n'a pas eu besoin de se présenter. Sa présence remplissait la pièce, reléguant les meubles coûteux et les occupants arrogants à l'insignifiance. À ses côtés se trouvaient deux hommes qui n'étaient manifestement pas la sécurité de l'hôtel ni la police locale. Ils portaient des costumes bleu foncé coupés pour dissimuler, mais le renflement des holsters d'épaule était indubitable pour quiconque savait quoi chercher. Sur leur revers, ils portaient de petits insignes argentés, l'emblème du Bureau de l'intégrité des contrats fédéraux. Ils n'ont pas dégainé leurs armes, mais leurs mains reposaient près de leur ceinture. Leur posture était détendue mais prête à bondir. Ils bougeaient avec une fluidité synchronisée qui hurlait l'entraînement fédéral. L'un des agents, un homme à la coupe en brosse et au visage sculpté dans le granit, s'est avancé. Il a brandi un portefeuille en cuir, l'ouvrant pour révéler une plaque dorée et une carte d'identité avec photo. « Agents fédéraux », a-t-il annoncé. Sa voix était monocorde, portant jusqu'au fond de la pièce sans crier. Nous exécutons un mandat fédéral pour la préservation de preuves et la détention de témoins clés concernant une enquête en cours sur la fraude au marché public et la conspiration contre le département de la Défense. Brent est resté pétrifié, sa main serrant toujours le verre de scotch. Le liquide tremblait, créant de minuscules ondulations qui trahissaient le tremblement de sa main. Son visage était passé de la rougeur de la victoire à un blanc spectral, crayeux. Pendant un moment, son cerveau a semblé incapable de traiter le basculement de la réalité. Il regardait alternativement les agents et moi, puis mon père, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sur un quai. « C'est une erreur », a balbutié Brent, sa voix déraillant sur la dernière syllabe. « C'est une réunion privée. Vous n'avez aucune juridiction ici. C'est un siège social. » L'agent l'a complètement ignoré. Il a légèrement tourné la tête vers son partenaire. « Sécurisez les sorties. Personne ne sort. Aucun appareil numérique ne doit être touché. » Marilyn, qui était assise comme une reine sur son trône, s'est soudainement précipitée sur ses pieds. Son visage était un masque d'indignation, mais ses yeux erraient dans la pièce avec la panique d'un animal traqué. « Savez-vous qui nous sommes » a-t-elle hurlé, la voix stridente et brisée. « Vous ne pouvez pas faire irruption ici avec des armes. Nous sommes les Caldwell. J'aurai vos plaques pour ça. Je vais appeler le maire. » Elle a plongé la main dans son sac à main, probablement pour saisir son téléphone. Le second agent a bougé. Il a franchi la distance entre la porte et le fauteuil en deux longues foulées. Il ne l'a pas touché, mais il s'est placé directement sur son chemin, la dominant de sa stature. « Madame,
Mettez vos mains là où je peux les voir, a ordonné l'agent. Son ton n'était pas une requête. Tenter d'accéder à un appareil de communication pendant l'exécution d'un mandat fédéral sera considéré comme une obstruction à la justice. Ne me forcez pas à vous menotter. Marilyn s'est figée. Elle a regardé l'agent, puis elle m'a regardé. Son expression est passée de la colère à une prise de conscience horrifiée. Elle me regardait comme si j'étais un monstre qu'elle avait accidentellement invoqué des profondeurs. Toi, a-t-elle chuchoté, pointant un doigt tremblant vers moi. C'est toi qui as fait ça, espèce de petite sorcière ingrate. Mon père a enfin bougé. Il est passé devant les agents, devant la table où les papiers signés gisaient encore, et s'est arrêté à 1 mètre de Brent. Il n'a pas crié. Il n'a pas levé la main. Il s'est contenté de rester là, monolithe de jugement. Brent, essayant de regagner un semblant d'autorité, a redressé sa colonne vertébrale. Il a posé le verre sur la table avec fracas. Général Lopez, a dit Brent, essayant de donner à sa voix un ton grave et raisonnable. Je suppose que c'est une sorte de tactique de négociation dramatique au nom de votre fille, mais je vous assure que faire entrer des hommes armés dans mon bureau ce n'est pas une négociation, a interrompu mon père. Sa voix était basse, un grondement de tonnerre que l'on ressent dans la poitrine. Et ce ne sont pas mes hommes. Ils appartiennent au gouvernement des États-Unis. Et toi, Brent, tu es sur le point de devenir leur propriété. De quoi parlez-vous, a exigé Brent, bien que la sueur perlant sur son front raconte une autre histoire. Je n'ai rien fait de mal. Mon entreprise est sur le point de conclure une acquisition de 400 millions de dollars. Cette acquisition est bâtie sur un château de sable et de l'argent des contribuables volés, a dit l'agent principal. Il s'est approché de la table et a posé un document sur la surface en tech. C'est un mandat de perquisition. Nous avons un accès autorisé à tous les serveurs de Vanguard Ridge. Nous avons identifié des transferts suspects vers les îles Caïmans totalisant plus de 2 millions de dollars, et nous avons des preuves de contrefaçon généralisée de certificats de conformité fédéraux. C'est un mensonge, a crié Brent, son sang-froid finissant par voler en éclats. Il a frappé la table du poing. Vous n'avez aucune preuve. Ces certificats ont été signés par la responsable de la conformité. S'il y a des erreurs, parlez-lui. Il a pointé un doigt vers moi. Parlez à ma femme. Elle s'occupait de la conformité. Elle a tout signé. Je ne faisais que diriger l'entreprise. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé faire exactement ce que je savais qu'il ferait. Je l'ai regardé essayer de me jeter au loup pour se sauver. Les yeux de mon père se sont plissés. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés supplémentaires. C'est ainsi, a demandé mon père doucement. Tu prétends qu'elle a agi seule? Elle les a signés, a hurlé Brent, désespéré maintenant. Son nom est sur les documents. C'est elle que vous voulez. L'agent principal s'est tourné à nouveau vers la porte. Amenez-la, a-t-il ordonné dans le microphone de son revers. La porte s'est ouverte à nouveau. Brent s'est retourné, s'attendant peut-être à un autre agent ou peut-être à un avocat, mais c'était Saro qui est entrée. Elle paraissait petite, encadrée par le grand chambranle de la porte. Elle était pâle et serrait son sac contre sa poitrine comme un bouclier. Elle ne regardait pas Brent, elle regardait le sol. Tessa, a soufflé Brent, le mot s'échappant de lui comme d'un pneu crevé. Que fais-tu ici? Dis-leur. Dis-leur que Claire avait accès au serveur. Tessa s'est arrêtée près des agents. Elle a pris une inspiration profonde et tremblante. Elle a levé les yeux, ses paupières rougies mais son regard déterminé. Je ne peux pas faire ça, Brent, a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais dans le silence de la pièce, elle était assourdissante. Quoi, a sifflé Brent. Je leur ai donné la clé USB, a dit Tessa. Elle l'a regardé alors, et il n'y avait plus d'amour dans ses yeux, seulement l'instinct froid de survie. Celle que tu m'as donnée hier. Celle qui contient les emails où tu m'ordonnais de supprimer les preuves des contrefaçons. Celle où tu me disais de piéger Claire. Brent l'a fixée. Sa bouche est restée béante. La trahison l'a frappé plus fort que les agents n'auraient jamais pu le faire. Il a reculé d'un pas, s'appuyant contre la fenêtre. Toi, a-t-il chuchoté. Petite traîtresse. J'ai fait ce que tu m'as appris, Brent, a dit Tessa, la voix tremblante. J'ai pensé à ma propre peau. La pièce est redevenue silencieuse. Les preuves étaient là. Le témoin était là.
Le piège n'était pas seulement refermé, il était scellé. Mon père a fait un pas de plus vers Brent. Il a envahi l'espace personnel de Brent, le forçant à lever les yeux vers ceux d'un homme qui avait commandé des milliers de soldats. Tu pensais qu'elle était faible, a dit mon père. Il a fait un geste vers moi sans quitter Brent du regard. Tu pensais que parce qu'elle t'aimait, parce qu'elle te soutenait, elle était fragile. Tu as utilisé le nom de ma fille comme un bouclier pour cacher ta propre avidité. Mon père s'est penché, sa voix tombant dans un murmure qui portait le poids du jour du jugement. Mais tu as oublié une chose à propos des boucliers, mon garçon. Un bouclier est fait d'acier. Et maintenant, le bouclier s'est redressé, et tu n'as plus nulle part où te cacher. Brent a regardé mon père, puis il m'a regardé. L'arrogance avait disparu. Le charme s'était envolé. Il ne restait plus que le garçon terrifié qui réalisait qu'il avait brisé quelque chose qu'il ne pouvait pas réparer. L'agent principal s'est avancé, sortant une paire de gants en latex de sa poche. Il les a enfilés d'un coup sec. Monsieur Caldwell, je vais avoir besoin que vous posiez votre téléphone portable et votre ordinateur portable sur la table. Lentement. Brent a hésité. Il a regardé le téléphone dans sa poche. Il a regardé la fenêtre une seconde. J'ai cru qu'il allait essayer de jeter le téléphone à travers la vitre. Faites-le, a aboyé l'agent, sa main se rapprochant de son holster. Brent a plongé la main dans sa poche. Il a sorti son téléphone. Sa main tremblait si fort qu'il a failli le faire tomber. Il l'a posé sur la table à côté des papiers signés. Il m'a regardé. Ses yeux étaient écarquillés, suppliants, frénétiques. Il s'est penché au-dessus de la table, sa voix n'étant plus qu'un murmure désespéré et rauque qui ne m'était destiné qu'à moi seul. Claire, a-t-il sifflé. Tu ne peux pas les laisser faire ça. Cela va tout ruiner. L'entreprise, l'action, ma vie. Tu n'as pas le cran de me détruire. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme que j'avais passé 18 ans à élever. J'ai regardé l'homme qui avait essayé de faire de moi une criminelle pour sauver sa propre peau. Je me suis levé lentement. J'ai lissé le devant de mon tailleur gris. J'ai soutenu son regard avec des yeux clairs et secs. Je n'ai pas chuchoté. J'ai parlé distinctement pour que mon père, les agents et sa mère puissent entendre chaque mot. C'est déjà fait, Brent. Je lui ai tourné le dos et je me suis dirigé vers mon père. Je n'ai pas regardé en arrière pendant que l'agent s'approchait pour lui lire ses droits. Les 48 heures qui ont suivi le raid sur Vanguard Ridge ont été un tourbillon de chaos organisé, le genre de choses qui n'arrivent habituellement que dans les films de catastrophe. Mais pour moi, ce furent les 2 jours les plus ordonnés de ma vie. Parce que pour la première fois, le chaos n'était plus à ma charge. Il appartenait entièrement à Brent. Pendant que Brent était enregistré au centre de détention fédéral, le conseil d'administration de Vanguard Ridge tenait une séance d'urgence. Ce fut impitoyable. Sans Brent pour les charmer, et avec la menace d'une inculpation fédérale pesant sur le cours de l'action, ils se sont retournés contre lui avec la rapidité de loups affamés. Ils ont voté à l'unanimité la fin de son contrat pour faute grave, le privant de ses indemnités de départ et de ses options d'achat d'actions. L'équipe médico-légale de Stonebridge avait remis ses conclusions au conseil. Les administrateurs sont restés assis dans un silence stupéfait en examinant les documents que j'avais marqués. Chaque signature forgée, chaque faux certificat de conformité et chaque fonds détourné que j'avais signalé dans ma chronologie était corroboré par les serveurs saisis. Je n'étais pas seulement la lanceuse d'alerte, j'avais effectivement réalisé leur audit interne pour eux. Mon avocat, Miles, n'a pas pris de repos. Il a déposé une requête d'urgence auprès du tribunal des affaires familiales, présentant le mandat fédéral et l'affidavit de Tessa comme preuve que l'accord de divorce que j'avais signé avait été obtenu par la fraude, la coercition et la dissimulation criminelle d'actifs. Marilyn a essayé de me coincer à la sortie de la salle d'audience juste avant l'audience d'urgence. Elle paraissait plus petite qu'il y a 2 jours. Son tailleur Chanel était froissé, et le venin dans ses yeux avait été remplacé par une panique de marchandage désespérée. « Claire, attends » a-t-elle dit, tendant la main pour m'attraper le bras. Je me suis dégagé brusquement. « Ne me touchez pas, Marilyn. »« Écoute-moi » a-t-elle sifflé, regardant autour d'elle pour voir si quelqu'un observait. « Nous pouvons arranger ça. Je peux te donner de l'argent, du vrai argent. J'ai accès à une fiducie que les fédéraux ne connaissent pas encore. Je peux te virer 500 000 $ aujourd'hui. Dis juste au juge que tu t'es trompé. Dis-leur que tu as signé les papiers de ton plein gré.
Je l'ai regardée avec une pitié sincère. Elle pensait encore que tout était une question d'argent. Elle pensait encore que tout pouvait s'acheter. C'est fini, Marilyn. Pense au nom de la famille. A-t-elle plaidé? Pense à ce que cela va nous faire. Je doublerai la somme. 1 million de dollars. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Je suis allé jusqu'au mémo vocal que j'avais enregistré dans mon salon, celui où elle admettait l'existence des comptes aux Caïmans et se moquait de ma simplicité. J'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix, stridente et arrogante, a résonné dans le couloir. Il possède des actifs que tu ne pourrais même pas prononcer. Complètement invisible pour le fisc américain. Le visage de Marilyn a pris la couleur de la cendre froide. Elle a arrêté de respirer pendant une seconde. Si vous m'approchez encore une fois, ai-je dit, m'approchant d'elle, je ferai écouter le reste de cet enregistrement à l'IRS. Je pense qu'il serait très intéressé par votre définition du mot invisible. Elle a reculé, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un mot, avant de se retourner et de s'enfuir dans le couloir. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était électrique. Ce n'était plus une audience de divorce standard, c'était la dissection d'un escroc. La juge, une femme sévère avec des lunettes perchées sur le bout du nez, feuilletait les requêtes déposées par Miles. Elle a regardé les preuves des sociétés écrans. Elle a regardé la chronologie des paiements de North Star. Puis est venu le dernier rebondissement, celui que même moi n'avais pas pleinement anticipé avant que Miles ne le déterre ce matin-là. Monsieur Caldwell, a dit la juge en s'adressant à la chaise vide de Brent, représentée seulement par son avocat de la défense visiblement en âge. Il semble que la maison conjugale, si généreusement offerte à Madame Lopez dans l'accord, fasse l'objet d'une deuxième hypothèque. J'ai scié. Je connaissais le premier prêt immobilier, je n'en connaissais pas de second. Selon ces documents, a continué la juge, sa voix glaciale, Monsieur Caldwell a contracté une ligne de crédit hypothécaire sur la propriété il y a 3 semaines pour la somme de 400 000 $. Il a ensuite transféré ses fonds vers un compte à son seul nom. Il a essentiellement vidé la valeur nette de la maison, a donné la dette à sa femme et a gardé le liquide. Un murmure de stupéfaction a parcouru les quelques spectateurs dans la salle. C'était si mesquin, si vindicatif dans l'avidité, que cela a choqué jusqu'au sténographe judiciaire pourtant aguerri. Il n'avait pas seulement voulu me laisser sans rien, il voulait me laisser dans le rouge. Il voulait me noyer sous les dettes pendant qu'il s'envolait avec mon argent. C'est de la mauvaise foi, pure et simple, a tranché la juge, frappant son marteau. Le verdict est tombé comme un coup près. L'accord original a été annulé immédiatement. La juge a ordonné une expertise comptable complète de tous les biens matrimoniaux, y compris les comptes aux Caïmans. Elle a gelé les avoirs personnels restants de Brent pour garantir que je reçoive ma juste part. Elle lui a ordonné de rembourser immédiatement les hypothèques sur la maison ou de me transférer des actifs liquides équivalents pour couvrir la dette. Et puis elle a ajouté le coup de grâce, étant donné la nature odieuse de la conduite de Monsieur Caldwell et sa tentative d'utiliser ce tribunal pour favoriser une entreprise criminelle, il est condamné à payer 100% des frais de justice de Madame Lopez. Je suis sorti de la salle d'audience me sentant plus légère que je ne l'avais été en 20 ans. En atteignant le hall, des marshals escortaient Brent hors d'une pièce latérale où il avait été autorisé à s'entretenir avec son avocat. Il portait maintenant une combinaison orange, les menottes autour de ses poignets cliquetant doucement. Il avait l'air hagard. L'éclat du Golden Boy avait disparu, décapé par les dures lumières fluorescentes de la réalité. Il s'est arrêté en me voyant. Le marshal a tiré sur son bras, mais il a planté ses pieds au sol. « Claire » a-t-il dit. Sa voix était éraillée. Je me suis arrêté. Je ne lui devais rien, mais je voulais qu'il me voie une dernière fois. Tu m'as ruiné, a-t-il chuchoté, secouant la tête d'incrédulité. J'ai bâti un empire. Je t'ai donné une vie. Et tu as tout brûlé. Tu m'as détruit. Je l'ai regardé dans les yeux. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus de tristesse. Je ressentais juste un profond sentiment de clarté. Non, Brent, ai-je dit, ma voix calme et assurée. Je ne t'ai pas détruit. J'ai juste arrêté de te couvrir. Tu as fait le reste tout seul. Le marshal l'a entraîné. Il a trébuché, les épaules voûtées, et a disparu derrière les lourdes portes de sécurité. Je me suis tourné vers la sortie. Debout près des portes vitrées, regardant la pluie qui s'était enfin arrêtée, se tenait mon père. Il ne portait pas son costume aujourd'hui,
Il portait une simple veste de pluie et un pantalon décontracté. Il ressemblait moins à un général et plus à un papa. Je me suis approché de lui. Dans un film, ce serait le moment où nous nous prendrions dans les bras, pleurerions et résoudrions 4 ans d'éloignement avec un montage vidéo. Mais nous étions des Lopez. Nous ne faisions pas de montage. Il m'a regardé. Il a vu ma façon de me tenir le dos droit, le menton levé. Il a vu que je ne m'étais pas effondré sous la pression. « Tu as bien agi là-dedans » a-t-il dit. « Merci, papa » ai-je répondu. Il a hésité un instant, puis a tendu une main lourde et chaude qu'il a posée sur mon épaule. Il l'a pressée une fois, fermement. « Tu as gardé ton sang-froid » a-t-il dit. C'est la partie la plus difficile. C'était le plus beau compliment qu'il puisse me faire. Il m'a ouvert la porte et nous sommes descendus les marches du palais de justice. L'orage était passé et l'air sentait le pavé mouillé et l'ozone. C'était frais. C'était propre. J'ai pris une grande inspiration, en remplissant mes poumons. Pendant 18 ans, je m'étais faite petite pour que Brent puisse se sentir grand. J'avais fait taire ma propre voix pour que la sienne puisse résonner. J'avais caché mon intelligence pour qu'il ne se sente pas menacé. Mais alors que je descendais ces marches, le soleil perçant à travers les nuages, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de m'effacer. Le monde était assez grand pour moi, tel que je suis. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. J'espère vraiment que vous avez apprécié de voir la justice rendue autant que j'ai aimé le vivre. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous suivez, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec votre pays ou votre ville. Voyons jusqu'où cette histoire voyage.